Aujourd'hui, il va être question de comment on fait pour préparer son bois de chauffage de manière à se chauffer au bois. On est de plus en plus nombreux, en tout cas il me semble, à vouloir se chauffer au bois. En fait, c'est un petit peu évident en même temps quand on voit aujourd'hui quelle crise énergétique on traverse. En tout cas, moi je suis de ceux qui pensent qu'on traverse une crise énergétique. Quand on voit la difficulté que certains foyers ont pour pouvoir se chauffer en hiver, il me semble en tout cas que se chauffer au bois est une bonne alternative et une bonne solution, aussi bien au niveau environnemental que aussi au niveau financier. Je vais essayer de vous détailler quelques petits éléments. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est essentiellement comment préparer ses bûches pour pouvoir après faire une chauffe dans son poêle à bois ou sa cheminée. Trouver du bois de chauffage, c'est pas très complexe en définitive. Il suffit de taper sur le bon coin bois de chauffage ou sur un moteur de recherche bois de chauffage, tout simplement. Vous allez trouver des gens qui vont pouvoir vous en livrer. Moi actuellement, je suis en Île-de-France, vous voyez, en Seine-et-Marne, dans le 77, et là, je suis entouré de forêts, dont la principale activité de ceux qui ont la chance de posséder une forêt, pas forcément pour ce qu'ils en font, mais en tout cas pour le fait d'en posséder, c'est en partie quasiment égal. Ça, soit c'est des bois, des forêts qui vont servir pour la chasse. Bon, je vous laisse juger de la pertinence de cet élément, et puis aussi des forêts, et ça c'est en grande partie tout ce qui est autour de moi, des forêts qui vont servir pour le bois de chauffage. Voilà, clairement ce qui est disponible ici. Le bois, vous allez le trouver à différents prix, ça se vend à la stère. Alors une stère, pour vous dire un petit peu, ça marche en mètres cubes. Alors généralement c'est 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre, mais bon, en vrai la stère elle fait pas vraiment 1 mètre cube, elle fait plus ou moins 1 mètre cube, parce que c'est fait un petit peu, vous voyez, de manière un petit peu aléatoire. Enfin, en gros, vous devez logiquement avoir 1 mètre cube si vous prenez une stère. Et là ici, la stère alors elle varie. Si vous prenez un bois qui va être prêt à être brûlé en définitive, sans trop de préparation, il va être autour de 48 € la stère, c'est la moyenne. Donc du coup, moi mon bois il arrive, c'est des bûches de 1 mètre, vous voyez, voire même de 50 cm, ça dépend un petit peu comment était le tronc, et puis qui sont plus ou moins débités, parce que lui il a une fondeuse, mais bon, on fait ça là vite fait, hein. Et puis du coup ça m'oblige après, vous voyez, à retravailler derrière et à recouper aux bonnes dimensions et puis à refendre le cas échéant. D'autant plus, ça je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, que mon poêle à bois n'accepte que des bûches de 25 cm. Donc je peux pas mettre du 50 ni du 1 mètre. Donc du coup ça oblige vraiment, vous voyez, à travailler un petit peu ça autrement. Donc du coup, moi, le bois que je prends, j'ai du chêne que j'utilise essentiellement entre 2 saisons. Ça veut dire, vous voyez, début du printemps ou mi-automne, c'est-à-dire juste avant l'hiver, vous voyez un petit peu. Ça c'est le chêne que je vais utiliser parce que c'est un bois qui brûle doucement et qui émet une chaleur assez douce en définitif. Par contre, j'ai du charme, j'ai de l'hêtre, je crois que j'ai de l'orme aussi, il me semble. Ça c'est un bois qui va brûler beaucoup plus rapidement, et du coup c'est un bois que je vais vraiment en plein hiver quand il caille, hein, tout simplement. Voilà, donc c'est toujours intéressant de travailler avec ces deux essences, ces deux styles de bois différents, ceux qui vont se consommer rapidement et ceux qui vont se consommer plus faiblement. Bien que le chêne, on peut aussi l'utiliser la nuit si on n'a pas envie, vous voyez, de passer à se réveiller en pleine nuit pour faire une recharge. Le chêne va quand même avoir une durée un peu plus importante. Bien entendu, ce séchage va être super important parce que moi au minimum c'est un bois que l'on laisse sécher 2 ans, et moi je relaisse en plus derrière 8 mois de plus. C'est-à-dire que quand je le stocke ici, j'ai encore quasiment 8 mois de séchage en plus. Donc surtout si vous faites livrer du bois de chauffage qui est déjà tout prêt à être brûlé, vérifiez bien qu'il est bien sec, parce que souvent les mecs ils vous disent ouais il a 2 ans de séchage, mais en vrai il a même pas 6 mois. Donc faites bien attention, c'est vraiment le son, vous voyez, ça doit pas sonner, vous voyez là, je sais pas si on entend le... Vous voyez, ça sonne très sec, ça sonne très sec. Si ça sonne plus lourd et sourd, c'est qu'il est gorgé d'eau, ou en tout cas de sève, vous voyez un petit peu. Donc il faut vraiment que le son soit très sec et aigu. Ou alors il y a des appareils qui permettent de tester l'hydrométrie du bois, que j'ai pas, mais bon, moi je connais maintenant au son, je suis repéré quand le bois, si le gars il me vend un truc qui est pas bon ou qui est bon. Et pour ce faire, donc moi il y a 2 éléments que j'utilise. Il y en a un, je vais vous faire un grand plan, c'est ce chevalet que j'ai conçu spécialement pour ça, où j'ai différents, vous voyez, il y a différents éléments qui sont dessus, là, différents poteaux qui sont réglés. Alors j'en ai un réglage à 25. Quand je mets mes bûches, je cale ma tronçonneuse et ça me fait un réglage à 25. J'ai un réglage à 50 et j'ai un réglage à 1 mètre. Vous voyez, comme ça je peux faire au moins
les 3 possibilités si j'en ai besoin. Et puis je monte l'ensemble des bûches, puis j'en débite, je crois que je fais à peu près, je crois c'est 10 ou 15 bûches en même temps, vous voyez. Donc ça va beaucoup plus vite. Je l'ai fait avec du bois de palette, hein, enfin avec les montants des palettes. Voilà, donc c'est pas un truc que j'ai acheté. Donc un chevalet c'est indispensable, bien entendu aussi avec la tronçonneuse, hein. Là en l'occurrence celle que j'utilise c'est la Stihl, c'est la MS 180 que je trouve idéale pour ça, elle est suffisamment légère. Là on est sur, vous voyez, c'est pas besoin de prendre des grosses tronçonneuses pour faire du débit d'arbre, hein. Là on est sur quelque chose d'un peu plus léger. Et puis, bien entendu, un masque, enfin un casque en tout cas, qui me semble indispensable, une paire de gants. Et du coup, pour finir, quand vous allez passer au fendage, si besoin est de fendre, vous avez besoin d'un bilot. Moi, j'utilise un morceau de chêne, hein, que j'ai pas débité, et puis une hache, et idéalement un merlin, c'est ce que j'utilise moi. Et puis, bien entendu, de quoi l'aiguiser. J'ai une pierre pour aiguiser, vous voyez, une pierre à eau. Parce que de temps en temps il faut quand même remettre un petit coup. En tout cas voilà les seules choses que vous aurez besoin. Et puis après c'est l'huile de coude, hein. Je ne vous cache pas que c'est ce qu'il va falloir. Petite précision avant de vous montrer un peu comment fonctionne tout le reste du système. Ça c'est une bûche qui est prête à être, vous voyez, à être brûlée. Là en longueur j'ai du 25. Et puis si on peut dire en largeur, hein, on peut dire ça comme ça, hein, en largeur à peu près en 25-30 maximum, voilà, 30 maximum. 30 cm bien entendu. Voilà, c'est cette base là, donc si ça fait un peu plus, faut les refendre, quitte à en avoir des plus petits morceaux qui brûleront beaucoup plus vite, mais faites pas des morceaux trop petits parce qu'ils vont, voilà, il va falloir en remettre régulièrement. Donc pour ma part 30 cm c'est une bonne base, pour brûler. Une bonne taille pour brûler, et puis après la longueur, tout dépend de ce que votre poêle à bois ou votre cheminée va accepter. Pour certaines c'est du 25 cm, et puis pour d'autres c'est du 50, enfin en tout cas 25 c'est rare, hein. Ça fait quasi plus maintenant, mais c'est plutôt 50 voire 1 mètre, hein. Au niveau de la tronçonneuse, n'hésitez pas à prendre un bon modèle quoi. Moi j'utilise du Stihl parce que je fais confiance à cette marque là. Enfin, évitez les produits manufacturés chinois, trucs comme ça un peu bizarroïdes, parce que ça va pas vous durer longtemps, surtout si vous avez beaucoup de choses à faire, beaucoup de ster à débiter. Vous allez vite vous rendre compte que du modèle professionnel est beaucoup plus performant, aussi bien en rapidité de coupe que aussi en longévité de la machine, d'accord. D'autant plus que la chaîne elle s'use vite, donc il est préférable d'avoir du matériel quand même de qualité. D'ailleurs pour la chaîne quand elle s'use, j'ai un système pour l'aiguiser. Si certains ça vous intéresse, vous me laissez un commentaire puis je vous expliquerai comment je fais pour aiguiser une chaîne de tronçonneuse. Très rapidement, parce que le but de cette vidéo c'est pas de vous montrer vous voyez, tous les détails hallucinants qu'il peut y avoir là-dessus, mais majoritairement elles fonctionnent tous sur le même principe. Vous avez ici un embrayage. En fait c'est la sécurité, vous voyez, quand vous l'amenez vers l'avant, la chaîne elle est bloquée, elle ne peut plus marcher, vous voyez, là par contre, là elle fonctionne, d'accord. Ensuite c'est le réglage de la chaîne, il faut vraiment qu'il ne soit pas possible de sortir les maillons. Voilà, là c'est un bon réglage. Si les maillons ils sortent du guide, c'est qu'il faut retendre la chaîne. Vous avez généralement 2 petites vis et puis soit c'est ici, vous avez une vis tournevis plat qui sert à la retendre. Remplissage d'essence, remplissage pour l'huile de la chaîne, et puis après c'est tout le système de démarrage qui est dessus. Là ici c'est un système en 2 temps pour le démarrage qui permet de la mettre en route. Alors bien entendu la tronçonneuse c'est pas un jouet, enfin vous en doutez, c'est un outil qui est j'estime en tout cas extrêmement dangereux. On peut se trancher n'importe quoi et assez facilement. C'est pour ça qu'il est comme intéressant, et il me semble important d'avoir au moins des gants adaptés, d'avoir le masque, ce que je vous ai montré tout à l'heure, d'avoir des chaussures adaptées, un pantalon adapté qui permet, en cas de dérapage, qui je vous le cache pas arrive, beaucoup plus vite qu'on peut le penser, surtout quand on fatigue un peu, quand ça fait au moins 1 heure ou 2 qu'on est en train de tailler du bois, la fatigue venant, on est moins, vous voyez, on est moins attentif. Et clairement, regardez des tutos sur ceux qui se sont défoncés la tête avec des tronçonneuses, c'est pas beau à voir. D'autant plus que le dérapage possible, il est soit vers le haut, donc je vous cache pas qu'au niveau du crâne, les pompiers pour pas faire grand chose, ou alors c'est un dérapage vers le bas et là du coup c'est votre jambe qui prend. Donc clairement, moi en tout cas j'ai essayé de faire en sorte, voyez, que ma zone de coupe soit en dehors de mon crâne, de mon épaule et puis aussi de mes jambes, vous voyez. Donc quelque part je la mets pas en face de moi mais je la décale vraiment, vous voyez.
de manière à, en cas de dérapage, que ça puisse se faire. Bon, en la tenant le plus solidement possible, puis clairement, quand on sent qu'on fatigue, on arrête, puis on se repose un peu, puis on reprend après, ça évite les accidents. Et puis bien entendu, le débrayage de la chaîne est hyper important. Quand vous coupez, moi je fais ça comme ça. Bon, après je suis pas forestier, je pense que s'il y a des forestiers, ils pourront mettre des commentaires plus précis sur les conditions de sécurité, parce que certaines choses que je ne dois pas maîtriser à mon avis. Mais moi quand je coupe, la chaîne elle est débrayée, logiquement elle tourne, mais dès que j'ai fini de couper, direct j'embraye. Ce qui permet, vous voyez, d'éviter d'appuyer accidentellement sur l'accélérateur et puis d'avoir un accident. Et puis même quand je la pose, elle est embrayée aussi. Et quand je la reprends, elle est embrayée. C'est vraiment au moment où je vais commencer à couper, vous voyez, que je débraye la machine. Donc ça, c'est une sécurité vraiment supplémentaire qu'il faut avoir en réflexe, quoi. Et pour finir, au niveau de la coupe des bûches avec ce type d'engin qui pèse son poids, ne pas hésiter à le tirer le plus loin possible. Et là, c'est le même principe, je vous cache pas. Si vous mettez ça bien en face, il y a des chances que vous enfoncez ça dans la jambe. D'autant plus que vu le poids que ça fait, ce genre de bazar, ça fait des sacrés dégâts. Donc même principe, toujours essayer de faire en sorte que si ça dérape, ça passe sur les côtés et que vous n'ayez pas quelque chose qui se retrouve. D'autant plus que ça arrive assez facilement que quand vous coupez votre bûche, que ça dérape ou que la bûche elle fiche le camp ou que le marlin il fiche le camp sur le côté. C'est pas exclu, c'est pas des objets, vous voyez, qui sont à mettre à la portée des enfants, clairement. Non mais clairement c'est dangereux. Et donc c'est à faire avec précaution et bien faire attention, puisqu'il y a des loupés, il y a des moments où on s'y prend mal, et puis pour bien, vous voyez, couper l'endroit que vous voulez, il y a un coup de main à avoir. Je vous cache pas que au début ça va déraper un peu sur les côtés, vous n'avez pas coupé vraiment au milieu comme vous vouliez. Bon, après vous prenez le coup, puis vous voyez un petit peu. Ça pour moi c'est inexplicable. Je peux pas vous dire comment on fait pour arriver à caler le milieu, à part le fait que moi je marque un petit peu au départ et puis après je prends mon élan, puis bing. Mais à force on trouve l'histoire. Les grosses bûches qui ont des nœuds en plein milieu, vous pouvez pas les couper facilement. À un moment donné ça va bloquer ou ça va pas pouvoir. Donc moi je les fais à la tronçonneuse généralement. Je me casse pas la tête. Voilà, c'est un petit peu l'astuce que je donne. Bon voilà, c'est un petit peu tout pour cet élément. Bien entendu, les bûches doivent être mises dans un abri, à l'abri de la pluie, avec les vents dominants qui traversent. Moi, c'est orienté est-ouest, pas pour rien. Et la partie qui est visible est orientée sud et puis non visible nord. Donc du coup ça permet vraiment qu'il y ait un séchage, que le soleil tape bien sur les bûches, voyez, et que le séchage se fasse correctement et qu'il n'y ait pas... donc l'orientation est importante, et le fait qu'il y ait une couverture au-dessus pour permettre à la pluie de s'écouler est importante aussi. Voilà, en tout cas ça prend de la place, parce que si vous devez vous chauffer, tout dépend du nombre de stères que vous avez besoin, et c'est extrêmement variable. Je pense pas qu'il y ait de règles vraiment absolues. Moi j'ai besoin d'à peu près entre 3 et 5 stères par an, voilà, ça dépend du froid en fait que l'hiver va avoir. 3, 15, 5 stères, je vous cache pas que toute mon allée là elle est prise, voilà, il n'y a plus de place, donc il faut aussi avoir un petit peu dans l'idée de où on va le mettre et est-ce qu'on a la place de l'entreposer. Et surtout que quand vous commencez à mettre 6 stères, vous imaginez bien, ça fait quasiment une stère, vous pouvez déjà dire clairement que ça fait 1 mètre de long, vous voyez, minimum, donc ça va faire 6 mètres de long, 6 stères, 6 mètres de long, 8 stères, 8 mètres de... Vous voyez un petit peu, bon. Après, vous pouvez commencer à les monter en hauteur, mais bon, si vous montez à plus de 2 mètres, si ça se casse la figure à un moment donné, un bon jour pour tout remettre, quoi. Donc moi, je les monte à 1,50 m maximum, je vais pas au-delà d'1,50 m. Parce que comme moi, il y a moins de risque que ça tombe, c'est surtout pour ça. Voilà, puis souvent j'ai des chats qui passent, trucs comme ça, ils n'hésitent pas des fois à faire tomber des bûches, donc quand on a la moitié des bûches qui fichent le corps par terre en plein hiver, c'est pas rigolo de les remettre. Enfin, il me semble en tout cas. Bon, bonne coupe de votre boîte de chauffage, bonne chauffe, et puis à bientôt.